Mais il arriva, pendant la série des âges traversés par l'humanité, que tout ce qui permet à l'homme de produire et d'accroître sa force de production fut accaparé par quelques-uns. Un jour, nous nous raconterons peut-être comment cela s'est passé. Pour le moment, il nous suffit de constater le fait et d'en analyser les conséquences. Aujourd'hui, le sol qui tire sa valeur précisément des besoins d'une population toujours croissante appartient aux minorités qui peuvent empêcher et empêchent le peuple de le cultiver ou ne lui permettent pas de le cultiver selon les besoins modernes. Les mines qui représentent le labeur de plusieurs générations et qui ne dérivent leur valeur que des besoins de l'industrie et de la densité de la population appartiennent encore à quelques-uns. Et ces quelques-uns limitent l'extraction du charbon ou la prohibent totalement, s'ils trouvent un placement plus avantageux pour leurs capitaux. La machine aussi est encore la propriété de quelques-uns seulement. Et lors même que telle machine représente incontestablement le perfectionnement apporté à l'engin primitif par 3 générations de travailleurs, elle n'en appartient pas moins à quelques patrons. Et si les petits-fils de ce même inventeur qui construisit, il y a 100 ans, la première machine à dentelle se présentait aujourd'hui dans une manufacture de Bâle ou de Nottingham et réclamait leurs droits, on leur crierait « Allez-vous-en, cette machine n'est pas à vous !» et on les fusillerait s'ils voulaient en prendre possession. Les chemins de fer, qui ne seraient que ferraille inutile sans la population si dense de l'Europe, sans son industrie, son commerce et ses échanges, appartiennent à quelques actionnaires, ignorant peut-être où se trouvent les routes qui leur donnent des revenus supérieurs à ceux d'un roi du Moyen-Âge. Et si les enfants de ceux qui mouraient par milliers, en creusant les tranchées et les tunnels, se rassemblaient un jour et venaient, foule en guenilles et affamés, réclamer du pain aux actionnaires, ils rencontreraient les baïonnettes et la mitraillette pour les disperser et sauvegarder les droits acquis. En vertu de cette organisation monstrueuse, le fils du travailleur, lorsqu'il entre dans la vie, ne trouve ni un champ qu'il puisse cultiver, ni une machine qu'il puisse conduire, ni une mine qu'il ose creuser sans céder une bonne part de ce qu'il produira à un maître. Il doit vendre sa force de travail pour une pitance maigre et incertaine. Son père et son grand-père ont travaillé à drainer ce champ, à bâtir cette usine, à perfectionner les machines. Ils ont travaillé dans la pleine mesure de leur force. Et qui donc peut donner plus que cela? Mais il est, lui, venu au monde plus pauvre que le dernier des sauvages. S'il obtient la permission de s'appliquer à la culture d'un champ, c'est à condition de céder le quart du produit à son maître, et un autre quart au gouvernement et aux intermédiaires. Et cet impôt, prélevé sur lui par l'État, le capitaliste, le seigneur et l'entremetteur grandira toujours et rarement lui laissera même la faculté d'améliorer ses cultures. S'il s'adonne à l'industrie, on lui permettra de travailler, pas toujours d'ailleurs, mais à condition de ne recevoir qu'un tiers ou la moitié du produit, le restant devant aller à celui que la loi reconnaît comme le propriétaire de la machine. Nous crions contre le baron féodal qui ne permettait pas au cultivateur de toucher à la terre, à moins de lui abandonner le quart de sa moisson. Nous appelons ça l'époque barbare. Mais, si les formes ont changé, les relations sont restées les mêmes, et le travailleur accepte, sous le nom de contrat libre, des obligations féodales, car nulle part il ne trouverait de meilleures conditions. Le tout étant devenu la propriété d'un maître, il doit céder ou mourir de faim. Il résulte de cet état des choses que toutes nos productions se dirigent à contresens. L'entreprise ne s'émeut guère des besoins de la société. Son unique but est d'augmenter les bénéfices de l'entrepreneur. De là, les fluctuations continuelles de l'industrie, les crises à l'état chronique, chacune d'elles jetant sur le pavé des travailleurs par centaines de mille. Les ouvriers ne pouvant acheter avec leur salaire les richesses qu'ils ont produites,
L'industrie cherche des marchés au dehors, parmi les accapareurs des autres nations. En Orient, en Afrique, n'importe où, Égypte, Tonkin, Congo, l'Européen, dans ces conditions, doit accroître le nombre de ses serfs. Mais partout il trouve des concurrents. Toutes les nations évoluent dans le même sens. Et les guerres, la guerre en permanence, doivent éclater pour le droit de primer sur les marchés. Guerre pour les possessions en Orient, guerre pour l'empire des mers, guerre pour imposer des taxes d'entrée et dicter des conditions à ses voisins, guerre contre ceux qui se révoltent. Le bruit du canon ne cesse pas en Europe. Des générations entières sont massacrées. Les États européens dépensent en armement le tiers de leur budget. Et l'on sait ce que sont les impôts et ce qu'ils coûtent aux pauvres. L'éducation reste le privilège des minorités infimes. Car peut-on parler d'éducation quand l'enfant de l'ouvrier est forcé à 13 ans de descendre dans la mine, ou d'aider son père à la ferme? Peut-on parler d'études à l'ouvrier qui rentre le soir, brisé par une journée d'un travail forcé, presque toujours abrutissant? Les sociétés se divisent en deux camps hostiles, et dans ces conditions la liberté devient un vain mot. Tandis que le radical demande une plus grande extension des libertés politiques, il s'aperçoit bientôt que le souffle de liberté mène rapidement au soulèvement des prolétaires. Et alors il tourne, change d'opinion et revient aux lois exceptionnelles et au gouvernement du sabre. Un vaste ensemble de tribunaux, de juges et de bourreaux, de gendarmes et de geôliers est nécessaire pour maintenir les privilèges, et cet ensemble devient lui-même l'origine de tout un système de délation, de tromperie, de menaces et de corruption. En outre, ce système arrête le développement des sentiments sociables. Chacun comprend que sans droiture, sans respect de soi-même, sans sympathie et sans support mutuel, l'espèce doit dépérir, comme dépérissent les quelques espèces animales vivant de brigandage et de servage. Mais cela ne ferait pas le compte des classes dirigeantes. Et elles inventent toute une science absolument fausse pour prouver le contraire. On a dit de belles choses sur la nécessité de partager ce que l'on possède avec ceux qui n'ont rien. Mais quiconque s'avise de mettre ce principe en pratique est aussitôt averti que tous ces grands sentiments sont bons dans les livres de poésie, non dans la vie. Mentir, c'est s'avilir, se rabaisser, disons-nous. Et toute l'existence civilisée devient un immense mensonge. Et nous habituons, nous accoutumons nos enfants à vivre avec une moralité à deux faces, en hypocrite. Et le cerveau ne s'y prétend pas de bonne grâce. Nous le façonnons au sophisme. Hypocrisie et sophisme deviennent la seconde nature de l'homme civilisé. Mais une société ne peut pas vivre ainsi. Il lui faut revenir à la vérité ou disparaître. Ainsi, le simple fait de l'accaparement étend ses conséquences sur l'ensemble de la vie sociale. Sous peine de périr, les sociétés humaines sont forcées de revenir aux principes fondamentaux. Les moyens de production étant l'œuvre collective de l'humanité, ils font retour à la collectivité humaine. L'appropriation personnelle n'est ni juste ni utile. Tout est à tous, puisque tous en ont besoin, puisque tous ont travaillé dans la mesure de leur force et qu'il est matériellement impossible de déterminer la part qui pourrait appartenir à chacun dans la production actuelle des richesses. Tout est à tous. Voici un immense outillage que le XIXe siècle a créé. Voici des millions d'esclaves en fer que nous appelons machines, et qui rabotent et scient, tissent et filent pour nous, qui décomposent et recomposent la matière première, et font les merveilles de notre époque. Personne n'a le droit de s'emparer d'une seule de ces machines, et de dire « Elle est à moi, pour en user vous me paierez un tribut sur chacun de vos produits. » Pas plus que le seigneur du Moyen-Âge n'avait le droit de dire aux cultivateurs « Cette colline, ce pré sont à moi, et vous me paierez un tribut pour chaque gerbe de blé que vous récolterez, sur chaque meule de foin que vous entasserez. »
Tout est à tous. Et pourvu que l'homme et la femme apportent leur quote-part de travail, ils ont droit à leur quote-part de tout ce qui sera produit par tout le monde. Et cette part leur donnera déjà l'aisance. Assez de ces formules ambiguës, telles que le droit au travail ou à chacun le produit intégral de son travail. Ce que nous proclamons, c'est le droit à l'aisance pour tous. Voilà, alors c'est la fin du chapitre 1, Nos richesses de la conquête du pain, de Pierre Kropotkin. Pas mal de choses intéressantes qui sont dites dedans. Donc je ne vais pas spécialement développer dessus. Peut-être que quand on aura lu tout ça, je ferai peut-être une vidéo banalisation. Je sais plus si c'est le terme exact, enfin. Vous voyez l'idée, pour reprendre un peu les idées intéressantes. Ce qui est intéressant, alors j'ai coupé parce que je me suis totalement emmêlé les pinceaux. Mais je disais, ce qui est intéressant qu'il développe là-dedans, déjà c'est l'aspect qu'on ne peut déterminer le propriétaire de quelque chose, parce qu'il y a tellement de personnes, par le passé et le présent, qui ont travaillé à sa réalisation, que ça devient quasiment impossible, grosso modo. L'aspect sur les cultivateurs est assez intéressant, parce qu'on peut faire un lien avec aujourd'hui, de nos jours. Enfin, voilà. Après, à un moment donné, il utilise le mot race. Donc, faut prendre aussi que ce bouquin a été fait au 19e. Donc, je pense que, en tout cas pour Kropotkin, quand il emploie le terme race, je pense pas qu'il considère qu'il y ait une race supérieure ou quelque chose dans le genre. Donc, je pense qu'il faut pas prendre une vision d'un personnage qui aurait des propos racistes. Je pense qu'il faut plus voir la manière dont il emploie race là-dedans, comme on pourrait employer ethnie de nos jours. Enfin voilà. Bref. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, enfin d'avoir supporté ma voix jusqu'au bout. Puis je vais essayer de faire rapidement la suite. Je vais voir pour avoir un rythme assez rapide. Hein, droit, direct, carré. Pour faire ça. Donc on a quoi combien de chapitres on a déjà dedans? « 17 chapitres, ça fait 17 vidéos. Donc peut-être que s'il y a des chapitres qui sont plus courts, je les ferai en une fois. Franchement, si vous avez des conseils, des trucs comme ça à dire sur la vidéo, n'hésitez pas. Hein. Bon, la qualité visuelle, là, c'est pas trop important. Hein. On s'en fout de voir un magnifique visage, mieux ou pas. Mieux. Ce qui est important, c'est le son. Donc pour l'instant, je sais pas si pour commander la carte son, c'est faisable avec le confinement. Je regarderai ça, si c'est faisable, je la commande. En plus, vous savez, c'est des petites cartes comme ça, USB, à 8 balles. 10 ou 10, je sais plus. Le son devrait être mieux. Enfin voilà. Bref. Salut à tous.